Bienvenue dans le podcast de l'aviation présenté par Jean-Raphaël Drahi. En partenariat avec Soprasteria, leader de la tech dans les secteurs aéronautique, défense et spatial. Bienvenue dans Décarboner l'aérien, une industrie en transition, la mini-série du Journal de l'aviation, soutenue par le GIFAS, qui représente l'ensemble des acteurs de l'industrie aéronautique et spatiale, soit plus de 500 entreprises, fabricants, équipementiers, ETI, PME et start-up, qui s'activent au quotidien pour préparer un avion décarboné et plus durable. Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode consacré à la décarbonation du secteur aérien. Après les technologies et les infrastructures, place à la ressource la plus stratégique, les compétences humaines. Mais cette transformation s'inscrit dans un contexte tendu. Pénurie de main-d'œuvre qualifiée, formation parfois déconnectée des besoins industriels et forte compétition mondiale sur les talents. La transition écologique de l'aviation ne pourra cependant réussir sans une transition des compétences. Dans cet épisode, nous allons donc voir comment les acteurs du secteur anticipent les besoins en formation, quelles compétences devront émerger d'ici 2040 et quels modèles éducatifs et économiques permettront de les soutenir. La transition écologique de l'aéronautique ne pourra réussir sans une transformation parallèle des compétences. Hydrogène, propulsion électrique, carburant durable, digitalisation, optimisation énergétique, ces mutations exigent des savoir-faire nouveaux, parfois rares, concernant autant le technicien que le chef de programme. Le défi est donc bien plus que pédagogique, il est industriel, stratégique et géopolitique. Selon une étude GIFAS-BCG de 2023, 80% des métiers de l'aéronautique devront évoluer dans les 10 prochaines années pour intégrer les enjeux bas carbone, numériques et systémiques. 3 tendances se dessinent, 2 nouveaux métiers liés à la propulsion hydrogène ou à la data appliquée à la maintenance, une montée en complexité des compétences existantes et le besoin de profils capables de naviguer entre ingénierie, environnement et régulation. Le rapport Green Skill for Aviation alerte. Sans adaptation rapide, le manque de compétences pourrait freiner l'innovation. Certaines entreprises peinent déjà à recruter des ingénieurs formés à l'hydrogène cryogénique, à la modélisation environnementale ou à la certification bas carbone. Face à cela, les écoles d'ingénieurs revoient leurs maquettes, la formation continue s'intensifie et des passerelles se créent avec d'autres secteurs. Pour en parler, nous accueillons Nicolas Gourdin, professeur à l'ISAE Supaéro, spécialiste des interactions entre aviation, climat et énergie. Le premier élément, il faut penser la réponse de manière globale. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas qu'une question de décarbonation, justement. On va parler plutôt de transition environnementale, écologique, c'est-à-dire que l'environnement, on l'aborde sous le prisme de 3 aspects. La biodiversité, la gestion des ressources, l'eau, les métaux, les ressources minières de manière générale et l'énergie, et le changement climatique. Et donc, ce dont on va avoir besoin, c'est d'étudiants qui connaissent bien ces questions-là, qui ont de bonnes connaissances des questions environnementales et de la dépendance de l'aviation à son environnement, et qui vont également être capables de faire preuve d'innovation. On entend par l'innovation soit de l'innovation technologique, essayer des choses nouvelles ou des choses qu'on a pu essayer par le passé puis qui avaient été abandonnées pour différentes raisons, mais aussi de faire preuve d'innovation non technique. Ça peut être l'innovation organisationnelle, par exemple, puisque probablement la manière dont est structuré le transport aérien aujourd'hui va devoir évoluer pour répondre aux contraintes d'un monde qui devient de plus en plus incertain. Cette vision globale que vient de nous présenter Nicolas Gourdin implique une refonte des savoir-faire au sein même des industries. Les grands constructeurs comme Airbus sont en première ligne pour identifier et développer ces compétences de pointe. Thibault Le Guillou, spécialiste en acquisition de talents chez Airbus, nous détaille les axes prioritaires pour son entreprise. Alors chez Airbus, on se prépare activement à cette nouvelle génération d'avions durables et pour ça, on mise vraiment sur un mélange de savoir-faire industriel solide et de compétences technologiques de pointe qui regroupent 3 grandes familles de métiers. Côté production, d'abord, on continue de renforcer nos savoir-faire en assemblage, en contrôle qualité, en gestion de la chaîne d'approvisionnement. Et c'est vraiment essentiel, surtout avec la montée en cadence de nos chaînes de production, que ce soit côté avions commerciaux ou hélicoptères. Mais ce n'est qu'une partie de l'équation, évidemment.
Le deuxième volet clé, c'est tout ce qui concerne le numérique, l'analyse de données, l'intelligence artificielle, le machine learning, le cloud. Ce sont des domaines qui sont clés pour le futur de l'aéronautique. Et on peut mentionner aussi la cybersécurité, qui est aussi un axe très fort, car nos infrastructures doivent être protégées. Mais bien sûr, la troisième grande famille de métiers, c'est l'ingénierie, qui reste au cœur de tout, que ce soit les matériaux avancés, les nouvelles formes de propulsion, l'hydrogène évidemment. Ce sont des expertises qu'on considère comme stratégiques, à la fois pour faire avancer l'innovation et également pour répondre à nos objectifs en matière de durabilité. Alors que les besoins en compétences évoluent rapidement, plusieurs établissements et industriels prennent de l'avance en structurant des formations dédiées à l'aviation verte. Dans le prochain chapitre, nous explorerons ces initiatives, des cursus spécialisés hydrogène ou électrification aux nouvelles compétences data, désormais centrales dans les opérations aériennes bas carbone. Pour relever les défis climatiques, il ne suffit plus d'ajuster les formations existantes. Il faut bâtir de nouveaux parcours, adaptés aux technologies de rupture, pour former rapidement des profils hybrides capables d'évoluer dans un environnement en mutation rapide. Les écoles d'ingénieurs, les industriels et les institutions structurent cette offre autour de 3 priorités: l'aviation durable, l'expertise hydrogène et la maîtrise des outils numériques et de la data. L'ISA et Supaéro, avec l'ENAC et le soutien de l'ADEME, a lancé dès 2022 un programme dédié à la transition environnementale. Propulsion bas carbone, analyse du cycle de vie, certification environnementale, les cursus donnent une vision systémique de l'aviation décarbonée. En 2023, Supaéro a créé une option Aerospace and Environment, avec des partenaires industriels comme Airbus, Safran ou Dassault. De son côté, l'ENAC propose un master en transition énergétique du transport aérien qui attire étudiants, cadres en reconversion et professionnels en montée de compétences. Ces formations posent donc les bases d'une ingénierie environnementale aéronautique, mais doivent aller encore plus loin. La propulsion hydrogène, attendue d'ici 2035-2045, exige un tout nouveau socle de compétences: stockage cryogénique, sécurité en environnement confiné, gestion des flux sous pression, nouveaux matériaux. Airbus a lancé plusieurs chaires industrielles pour structurer ses savoirs. En parallèle, Air Liquide, Ariane Group ou le CEA créent des modules croisés pour mutualiser les expertises. Ainsi, dès cette année, l'EASA pourrait rendre obligatoire la certification de certains métiers liés à l'hydrogène. Et ce n'est qu'un début. D'autres domaines, comme l'électrification et la data, suivent la même trajectoire. Au-delà de la conception des appareils, l'optimisation des opérations aériennes joue un rôle fondamental dans la réduction des émissions. Cette technologie de pointe nécessite également une adaptation des systèmes avioniques et des méthodes de vol. Denis Bonnet, vice-président en charge de la recherche, la technologie et l'innovation pour l'avionique chez Thales, nous explique comment son entreprise intègre ces enjeux de performance énergétique dans le cockpit et au-delà. Comme dans toutes les grandes entreprises, la question de la transition écologique, c'est une question qui nous touche à la fois nos collaborateurs, mais nous au sens de la mission de l'entreprise et puis des produits qu'on fabrique. Donc on a à l'initiative en fait de Patrice Ken, PDG de Thales, et puis de Yannick Aswad et Hervé Daman, qui sont les patrons de l'activité avionique d'un côté et Air Traffic Management de l'autre, créer une équipe qui regroupe à la fois des experts du Flight Management System et de l'ATM, dont l'objectif c'est d'essayer de travailler ça. Ils y travaillent en fait en gros de 2 façons. D'une part, comment sur des avions existants on va être capable à tout moment d'essayer de trouver des trajectoires optimales. Et donc, on va être capable, avec quelques outils digitaux qu'on met à la disposition d'un certain nombre de clients, de leur permettre d'optimiser leur montée, d'optimiser les altitudes auxquelles ils volent. Et donc ça, par exemple, on est en train de le tester avec Corsair. Et puis, on essaie aussi d'accompagner des écosystèmes, puisque c'est souvent un enjeu de mettre autour de la table à la fois des pilotes, des contrôleurs, etc. Et donc, par exemple, on est en train à Singapour de monter un laboratoire qui regroupe à la fois les activités de l'air traffic management et de l'avionique, justement pour résoudre ces problèmes d'inefficacité. Et alors, pourquoi Singapour ? Parce que l'inefficacité au-dessus de l'Europe, elle est assez stable et plutôt décroissante. Par contre, Singapour, tout comme le Moyen-Orient, c'est des zones à très forte croissance et sur lesquelles, si on accompagne correctement cette croissance, on va réussir à la rendre assez efficace et à pas avoir d'inefficacité. À l'inverse, il y a énormément d'enjeux sur comment on va amener plus d'avions dans ces zones-là de façon orchestrée, plus efficace. L'aéronautique du futur sera électrifiée, numérisée et interconnectée. Cela implique une mutation radicale des compétences sur les systèmes électriques, la puissance embarquée, la gestion énergétique et les outils de simulation avancés. Des formations nouvelles émergent autour de la modélisation multiphysique, du jumeau numérique, de la data science appliquée au vol et à la maintenance, ou encore la cybersécurité énergétique. Airbus, Thales, Safran ou Dassault multiplient les partenariats avec des écoles d'ingénieurs pour développer des modules orientés
data et énergie embarquée. L'ENAC, en lien avec l'ONERA et l'INSA Toulouse, pilote des programmes visant à créer une filière d'ingénieurs spécialisés sur les avions intelligents bas carbone. Enfin, la maintenance bas carbone repose de plus en plus sur l'exploitation prédictive en temps réel des données opérationnelles, nécessitant des profils d'analystes, de data engineers et de développeurs aéronautiques à forte composante environnementale. Cette dynamique technologique est portée par une accélération sans précédent. Malgré les cycles de développement longs de l'aviation, l'industrie s'adapte à un rythme remarquable. Bruno Fichefeu, vice-président en charge de la stratégie décarbonation chez Airbus, nous en dit un peu plus sur cette effervescence et les investissements massifs dans les technologies de rupture. Tout va à une vitesse folle à l'échelle du temps, dans le temps long de l'aviation. Parce que développer ces technologies, les amener à des niveaux de certification, de sûreté pour pouvoir les mettre en opération, il faut voir que le cycle, historiquement, le cycle de développement d'un avion dure 10 ans. Ensuite, un avion est introduit sur le marché et cet avion va être opéré pendant 20 ans. Donc on parle de temps long. Et malgré ces temps longs, les investissements collectifs des avionneurs, de la chaîne de fournisseurs, des acteurs comme Clean Aviation et Corac sur des technologies de rupture pour la décarbonation sont majeurs et permettent aujourd'hui une accélération impressionnante dans ce domaine. Vous allez parler du sujet des carburants durables dans une autre série. Ça, c'est un élément qui nous permet d'accélérer sans avoir à modifier significativement les avions eux-mêmes et de décarboner l'aviation de demain. Mais former, transformer, spécialiser coûte cher. Ces nouvelles compétences nécessitent des investissements massifs, des structures d'accompagnement et des mécanismes incitatifs. Dans le prochain chapitre, nous analyserons comment les acteurs financent cette montée en compétences et quel modèle économique émerge autour de la formation aéronautique bas carbone. Former massivement aux nouveaux métiers de l'aéronautique verte représente un investissement stratégique de long terme. Mais dans un secteur soumis à de fortes pressions économiques, le financement des parcours de formation, initial comme continu, devient un enjeu critique. Les grands groupes industriels se mobilisent via des programmes internes, mais ils ne peuvent pas porter seuls cette responsabilité. La réussite de la transition dépend donc d'un modèle de cofinancement robuste associant entreprises, institutions publiques, régions et dispositifs européens. Pour répondre à l'accélération des besoins en requalification, Safran a lancé dès 2021 un vaste programme de formation interne structuré autour de sa Safran University. L'objectif, accompagner les collaborateurs du groupe dans la montée en compétences sur les technologies bas carbone, en particulier l'électrification, l'analyse de cycle de vie, les nouveaux matériaux et la simulation énergétique. Chaque année, plus de 25 000 salariés suivent au moins un module de formation continue, dont plus de 8 000 sur des contenus directement liés à la transition écologique. La stratégie repose sur une hybridation des formats, présentiel, e-learning, modules collaboratifs, chaires universitaires et certifications techniques. Christine Buchandrieux, directrice de la décarbonation chez Safran, nous en dit un peu plus sur cette approche d'acculturation de l'ensemble des collaborateurs. Alors à Safran, pour toucher l'ensemble des salariés, pour les mettre en action sur les enjeux de développement durable, nous avons mis depuis maintenant 1 an à disposition de l'ensemble de nos collaborateurs une plateforme de formation en ligne dénommée la Sustainability Academy. L'objectif de cette plateforme, c'est d'offrir des modules de formation variés sur l'ensemble des enjeux du développement durable et plus spécifiquement les enjeux liés au changement climatique pour les acculturer, les former afin qu'ils puissent mieux maîtriser des grands défis liés au changement climatique et puis passer à l'action. L'objectif, c'est de les sensibiliser, de les former et de les mettre évidemment en mouvement pour passer à l'action dans le cadre de leur métier respectif. Cette plateforme de formation, elle propose un certain nombre de thématiques. En tout, c'est plus de 3 heures de contenu qui sont destinés à l'ensemble des 100 000 collaborateurs de Safran. Ces contenus sont assez accessibles 24 heures sur 24, ils sont multilingues, ils sont accessibles via des outils numériques, l'ordinateur, le smartphone, ce qui permet aux salariés de se former quand ils le peuvent, quand ils ont le temps. Et c'est plus de 200 modules aujourd'hui mis à disposition de nos collaborateurs sur des thématiques variées, le grand système climatique, la transition bas carbone, la surexploitation des ressources, l'économie circulaire, qu'est-ce que la RSE. Voilà, toutes ces thématiques sont traitées dans le cadre de cette plateforme. Selon les estimations du GIFAS, la requalification bas carbone complète de la filière nécessitera entre 800 millions et 1,2 milliard d'euros d'ici 2035 pour la seule industrie française. Pour alléger la pression, les industriels s'appuient sur des dispositifs publics de type France 2030 ou Transco,
des programmes Erasmus+, ciblés sur les formations techniques en Europe, et des partenariats régionaux. Delphine Dijoux, directrice technique du programme RISE chez Safran, souligne l'importance d'une cohérence entre enjeux économiques et environnementaux et la nécessité d'un travail d'équipe face à l'ampleur de la tâche. On a la chance, au niveau de l'aéronautique, d'avoir une cohérence entre les enjeux économiques et les enjeux environnementaux. C'est-à-dire que, de tout temps, la propulsion cherche à minimiser la consommation de carburant pour améliorer les coûts de possession de nos clients. Donc, effectivement, ça, c'est dans l'ADN. Et donc, finalement, l'enjeu environnemental était moindre, mais l'enjeu économique était là. Ce qui a clairement changé depuis, on va dire, 5 ans, depuis finalement aussi le lancement du programme RISE, c'est qu'effectivement, on sent une prise de conscience importante. Et c'est vrai à la fois pour le citoyen, le passager, mais c'est vrai pour nous aussi, ingénieurs, qu'au-delà de l'enjeu économique, l'enjeu environnemental, il est clé. Et donc, on voit cette accélération et c'est l'objectif de RISE, c'est bien d'aller plus vite et plus loin sur la réduction de la consommation de carburant et donc des émissions CO2 pour la propulsion. Et donc, on s'est donné ces moyens-là et c'est clair qu'on est avec un niveau d'ambition important. C'est passionnant en tant qu'ingénieur. Il faut quand même qu'on reste humble parce qu'effectivement, on apprend tous les jours. Et donc ça, c'est un sujet qui vaut la peine de traiter et de mener en tant qu'équipe. Parce qu'effectivement, pour relever ce défi avec une ambition colossale, il faut qu'on le gagne en équipe. La construction d'un écosystème de formation aéronautique bas carbone cohérent, mutualisé et financé durablement est encore en chantier. Les freins restent nombreux, manque de formateurs, dispersion des contenus, hétérogénéité des niveaux d'entrée. Si la question du financement est centrale, elle s'inscrit dans une compétition mondiale des savoirs. Car les compétences bas carbone deviennent aussi un outil de souveraineté industrielle et de puissance économique. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment l'Europe se positionne dans cette guerre des talents et de l'expertise. Dans la compétition mondiale pour la décarbonation de l'aviation, la maîtrise des compétences devient un enjeu de souveraineté stratégique. Les technologies aéronautiques vertes, qu'il s'agisse de propulsion hydrogène, d'électrification ou de digitalisation, reposent sur des savoir-faire pointus, rares et inégalement répartis à l'échelle internationale. Ce nouveau rapport de force ne se joue plus seulement sur les brevets ou les capacités industrielles, mais aussi sur la capacité à former, retenir et mobiliser les talents capables de les développer. Face à cela, l'Europe avance à un rythme soutenu, mais non sans une fragilité. Pour mieux comprendre cette dynamique internationale, nous avons le plaisir d'accueillir Sébastien Jean, spécialiste des questions de géopolitique et économique à l'IFRI. Aujourd'hui, la décarbonation et la lutte contre le changement climatique est vraiment un facteur à aborder de façon très différente entre ces grandes zones. C'est-à-dire que dans l'Union européenne, on a fixé la décarbonation, la transition écologique comme une ambition politique majeure, structurante pour les politiques publiques, pour l'évolution de la sphère économique et de l'industrie. On fixe l'objectif et l'économie doit suivre. Le contraste est très fort à la fois avec les États-Unis et la Chine, mais pour des raisons différentes. Avec les États-Unis, parce que au fond, c'est particulièrement le cas avec l'administration Trump, mais plus largement, on a l'impression que la transition écologique est passée un peu au second plan dans les objectifs politiques et économiques des États-Unis. La seule loi vraiment ambitieuse de ce point de vue, c'était l'Inflation Reduction Act, l'IRA, la loi fameuse mise en œuvre par l'administration Biden, qui a été largement vidée de son contenu et annulée sur ses principales dispositions par l'administration Trump. Et elle avait des caractéristiques assez différentes de celles de ce qu'on fait en Europe dans sa façon de procéder. C'est-à-dire que d'une part, là où nous, on essaie de mettre un prix sur le carbone comme élément central de la stratégie de décarbonation, là, les États-Unis donnaient des subventions à l'industrie. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que là où l'Europe mettait la compatibilité avec ses engagements internationaux dans le cadre de l'OMC au centre de sa stratégie, les États-Unis, eux, au contraire, ont choisi de conditionner une partie de ces subventions ou de ces crédits d'impôt, en l'occurrence, à des clauses de contenu local qui sont complètement en violation de leurs engagements internationaux. Et puis ensuite, il y a la Chine. Et là, la Chine, c'est un cas encore assez différent dans la mesure où on a vraiment le sentiment que la lutte contre le changement climatique, la transition écologique est présente dans les politiques publiques chinoises, mais en fait, elle est surtout le socle d'une stratégie industrielle, avant tout. C'est-à-dire que le changement climatique, la lutte contre la pollution est
Tout ça, c'est pris au sérieux par les autorités chinoises parce que c'est un sujet politique en Chine, notamment la position locale est très forte et est devenue vraiment un sujet très sensible dans l'opinion publique en Chine et les autorités le traitent en tant que tel comme un sujet important. Mais dans les politiques publiques, les leaders chinois y ont vu avant tout l'opportunité de se positionner sur des secteurs d'avenir. Et donc, la Chine investit massivement dans toutes les technologies vertes. Ils sont leaders dans tous les créneaux des technologies vertes aujourd'hui, ou pratiquement tous. C'est très flagrant, avec une politique très volontariste de l'État derrière cette montée en puissance sur les technologies vertes. L'Union européenne s'est engagée dans la structuration d'une filière de formation aéronautique bas carbone, adossée aux grands programmes industriels, Clean Aviation, César, Horizon Europe. Mais elle fait face à plusieurs défis majeurs, la fuite des talents techniques vers d'autres secteurs ou hors d'Europe. Selon le l'EASA, 35% des diplômés aéronautiques français de niveau Bac+5 en 2023 ont trouvé leur premier emploi à l'étranger. En cause, le manque d'harmonisation des cursus, une compétition croissante avec l'Asie et l'approche anglo-saxonne offensive. Jérémy Caussade, président et cofondateur d'Aura Aero, insiste sur la nécessité de maintenir l'attractivité du secteur pour recruter les talents nécessaires à cette transformation. On doit être les plus attirants possible parce que si on veut remplir nos objectifs de décarbonation et d'évolution de l'aérien, on doit continuer à recruter des talents et pour les recruter, il faut que notre secteur soit attirant. Et pour qu'il soit attirant, il faut qu'il se transforme. Donc voilà, donc il y a un peu tout ça à prendre en compte. Mais du coup, la capacité de l'Europe à répondre présent à ces enjeux va dépendre de notre propre capacité à prendre des risques pour se positionner dessus. Et de ce point de vue-là, probablement, il faut qu'on soit un peu plus nombreux que ce qu'on est à l'heure actuelle pour y travailler. Pour maintenir cette place dans cette course, l'Europe mise sur des campus européens de l'aéronautique durable, comme le projet Clean Aviation Skill Campus, des labels de compétences bas carbone portés par l'EASA et une coordination renforcée entre les grands groupes, les écoles d'ingénieurs et les centres de formation technique. Mais sans impulsion politique forte ni consolidation des financements, elle risque de subir une double pression, économique et académique. Au-delà des chiffres et des stratégies, c'est aussi une question de motivation pour les jeunes générations. Christine Buchandrieux, chez Safran, est persuadée que le défi de la décarbonation est un puissant moteur d'attractivité. Aujourd'hui, quand on échange, quand on dialogue avec nos nouveaux recrutés, avec les jeunes qui sont dans les écoles et les universités, on a cette notion de quel impact ils peuvent avoir. C'est vraiment une question qui est posée très régulièrement. Les faire travailler sur ce défi de décarbonation, en fait, c'est leur donner des réponses. Et c'est aussi leur donner du sens dans les missions qui vont être les leurs au sein du groupe. Cet attrait pour le sens et l'impact est également ressenti par les entrepreneurs du secteur. Jean-Christophe Lemaitre, le CEO et cofondateur d'Ascendance, voit dans la décarbonation un levier clé pour attirer les futurs talents. J'aime à dire, c'est qu'il y a 3 raisons pour lesquelles les personnes rejoignent Ascendance. Elles sont pas, exclusives. Certaines personnes peuvent avoir une raison ou les 3, mais c'est la première, développer un nouvel appareil, ça fait rêver quand même. La deuxième, c'est décarboner un secteur, donc avoir une mission plutôt écologique. Et puis la troisième, c'est l'agilité et une aventure entrepreneuriale. Donc je pense que le secteur a besoin de ce type de projet, a besoin de ces missions-là pour attirer les futurs talents de demain, pour ne pas qu'ils se désintéressent, on va dire, à l'industrie. Et aujourd'hui, je pense que l'industrie, depuis quelques années, a pris ce tournant et propose des projets qui sont à la fois technologiques, vertueux et donc très stimulants aux jeunes, et c'est important. Cette transformation profonde des compétences et des mentalités ne peut se faire sans un leadership éclairé et une capacité à fédérer les équipes autour de ces nouveaux objectifs. Les managers jouent donc un rôle essentiel dans l'accompagnement de ces évolutions. Thibault Le Guillou d'Airbus nous explique comment ces derniers sont formés pour piloter cette transformation culturelle et technologique en interne. Alors, les managers ont un rôle essentiel dans la transformation. Donc à Airbus, on essaye de les accompagner de façon très concrète, déjà via des parcours de formation au leadership, adaptés à ces nouveaux enjeux, mais aussi avec des dispositifs assez classiques de coaching, de mentoring, avec aussi des formats qui permettent à ces leaders, à ces managers d'embarquer leurs propres équipes et d'essayer aussi de faire vivre l'innovation au quotidien dans des équipes qui sont, on le dit, assez diversifiées de plus en plus, avec des profils qui viennent de différents horizons. Donc il y a aussi cette ouverture culturelle en termes de compétences, d'origine professionnelle que les managers doivent coordonner et mettre au profit de nos projets, de nos activités au sein d'Airbus. Dans un monde où la maîtrise des compétences devient aussi importante que celle des machines, l'aéronautique verte dessine une nouvelle géopolitique de la formation.
C'est un défi collectif où chaque ingénieur peut mesurer concrètement l'impact de son travail. Chez Thales, Denis Bonnet illustre parfaitement cette motivation intrinsèque des équipes. La transition écologique, c'est un sujet extrêmement important aussi pour nos jeunes ingénieurs, donc on attire beaucoup plus facilement des talents sur ces sujets-là. Et peu importe le jugement qu'on a sur la transition écologique de l'aérien, comme je le dis souvent aux équipes qui bossent sur ces sujets-là, l'impact individuel que peut avoir un ingénieur quand il arrive à réduire d'1 tonne le CO2 émis sur un vol est incommensurable par rapport à l'impact qu'on peut avoir dans notre vie quotidienne. Et donc, c'est assez enthousiasmant de pouvoir agir sur des choses qui ont du sens. Et donc, je pense qu'à la fois, ce qu'on a vu, c'est un changement de focus, c'est-à-dire ce sujet-là devient un sujet important, et donc évidemment, on accélère. Et puis de l'autre côté aussi, énormément d'envie chez nos ingénieurs de se dire, je peux, à titre personnel, avoir un impact. Et donc une motivation assez accrue dans nos équipes. Et puis il se trouve qu'évidemment, les technologies ont beaucoup progressé, on parlait d'intelligence artificielle, de connectivité, etc. Donc évidemment, ça donne un sens à toutes ces technologies. Du côté de l'ISAE Supaéro, Nicolas Gourdin, lui, voit dans ce défi environnemental un véritable ciment pour l'ensemble des acteurs, capables de rassembler au-delà des divergences. Toutes les grandes époques ont eu leurs défis. Nous sommes à peu près persuadés, je parle au nom de l'ISAE Supaéro et de mes collègues du secteur académique, que l'intégration de la dimension environnementale et des limites imposées par notre environnement est un des grands défis de ce siècle. En ce sens, ça en fait un challenge qui est extrêmement attirant pour nos jeunes, pour les moins jeunes aussi. Donc je dirais que loin de nous diviser, c'est un sujet qui au contraire doit permettre de nous rassembler, les acteurs du monde économique, mais aussi du monde académique, le grand public et le monde politique. Donc c'est plutôt un message d'espoir, c'est d'espérer effectivement que ces questions environnementales soient un ciment pour les humains et que l'aviation continue d'être un vecteur de paix et de rencontre dans ce monde et non plus un objet perçu comme contribuant à la destruction de notre environnement. À l'horizon 2050, la décarbonation du secteur aérien ne se jouera pas uniquement sur les moteurs, les carburants ou les infrastructures. Elle dépendra tout autant de l'intelligence humaine déployée pour concevoir, opérer, entretenir et réguler un écosystème aéronautique durable. 3 grandes évolutions de fond se dessinent déjà, l'hybridation des métiers techniques, où l'ingénieur aéronautique de demain devra maîtriser non seulement l'aérodynamique ou la propulsion, mais aussi la modélisation énergétique, l'analyse environnementale, la data science et les logiques de cycle de vie. Des profils systèmes, data-driven et éco-conçus deviendront la norme. Ensuite, la montée en puissance des métiers d'interface à mesure que les contraintes réglementaires, sociales et environnementales s'intensifient, les métiers transversaux gagneront en importance. Chef de projet de durabilité, analyste de cycle de vie, ingénieur certification environnementale, expert RSE à composantes techniques fortes. La transversalité sera donc une compétence clé. Enfin, la transformation de la formation elle-même. L'apprentissage sera de plus en plus modulaire, en continu, intégré au parcours professionnel. La formation ne s'arrêtera plus à la sortie d'école d'ingénieur. Elle deviendra une constante dans les carrières. Le lifelong learning devient la condition de survie technique du secteur. Mais plusieurs inconnus majeurs pourraient encore ralentir ou rediriger cette dynamique. Les industriels auront-ils les moyens financiers et opérationnels de requalifier massivement leurs effectifs d'ici 2035 ? Les formations publiques, techniques seront-elles revalorisées à la hauteur des enjeux ? L'Europe saura-t-elle créer un marché unifié des compétences aéronautiques bas carbone ou cédera-t-elle face à des approches concurrentes plus agiles ? Les futurs talents considéreront-ils encore l'aérien comme un secteur d'avenir ou lui préféreront-ils l'automobile, le spatial ou l'énergie ? C'est à ces défis que devront répondre dès aujourd'hui les directions RH, les institutions de formation, les États et bien évidemment les agences européennes. Ces transformations internes, ces efforts de formation et d'attractivité sont cruciaux, mais ils s'inscrivent dans un contexte géopolitique et économique mondial de plus en plus complexe. La décarbonation du secteur aérien n'est pas seulement un enjeu technologique ou humain, elle est aussi un moteur de compétitivité et de souveraineté à l'échelle planétaire. La capacité de l'Europe à maintenir son leadership face aux ambitions des États-Unis et de la Chine dépendra en grande partie de son agilité à innover et à former les talents. C'est là que s'inscrit aujourd'hui, en silence, mais en profondeur, l'aviation de demain, et c'est précisément ce que nous explorerons dans notre prochain et dernier épisode, Europe, États-Unis, Chine, qui pilotera la décarbonation. Nous y analyserons les stratégies des grandes puissances, les collaborations nécessaires
et les risques de fragmentation dans la course à l'aviation durable. Restez avec nous pour cette conclusion riche en perspectives. C'était le podcast de l'aviation. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Ce podcast est également disponible sur toutes les plateformes de diffusion et sur le site du Journal de l'Aviation. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.